clap, bada bing, bada boom. 문을 박 차면 모두 날 바라봄. Et bien que nous ayons cru que la fin était arrivée pour Merlina dans la première partie de la deuxième saison, eh bien, ce ne fut pas le cas. Elle ne pouvait pas mourir sans affronter Lady Kaggar et sans découvrir auparavant un nouveau mystère impliquant la famille Addams. Bonjour. Merlina, deuxième saison, deuxième partie. Tout commence fort avec le retour dans la deuxième partie de la deuxième saison de Merlina, où, à la suite d'une attaque de Tyler, elle repose dans un coma comme si elle était une Blanche-Neige dans sa version la plus gothique. Pendant que Morticia lui lit un conte dans l'espoir qu'elle se réveille, Gomez demande à sa femme de se reposer et il quitte la pièce. Aussitôt, Merlina se réveille soudainement et la première chose qu'elle voit est un nouveau guide spirituel. La surprise brise son esthétique, car il s'agit de l'ancienne directrice décédée, Larissa Wim, à quoi Merlina proteste, disant à celle-ci que seul un proche parent peut occuper ce rôle. Mais Larissa, apparaissant avec le calme d'un téléopérateur à minuit, lui dit qu'elles sont des parentes éloignées et qu'il existe un contrat cosmique qui établit ce lien. Merlina tente de la renvoyer avec garantie, mais elle insiste sur le fait que son guide précédent s'est sacrifié et que personne d'autre n'a postulé pour le poste. Larissa lui sort la liste noire de ses erreurs récentes, comme la perte de ses pouvoirs psychiques, les mensonges sur une mort imminente et la libération de Tyler, le hid meurtrier sans aucune manière. Tout cela parce que son arrogance l'a mené directement à l'échec, lui dit son nouveau guide avec ironie. Merlina, avec une tête de peu d'amis, demande à récupérer ses pouvoirs, mais cela lui est refusé parce qu'elle en a abusé. Pendant ce temps, Judy Stonest, la directrice par intérim de Willow Hill, après que la directrice et Dr Fairbon l'aient désavouée, annonce lors d'une conférence de presse que 47 résidents se sont échappés, que 43 sont déjà sous contrôle policier et que Willow Hill fermera pour banqueroute morale. Et en guise de détails supplémentaires, l'officier Santiago annonce que 3 fugitifs sont toujours en fuite, dont Lucas Adams, le zombie John Doe et l'éternel problématique Tyler Galpin. La shérif Santiago reçoit un message l'informant que Merlina s'est réveillée et le fait savoir à Judy, mais celle-ci prétend que tout était un malentendu, car Merlina ne faisait que rendre visite à son oncle et s'est amusée à contourner la sécurité, ce que Judy trouve peu crédible, estimant qu'une fille ordinaire ne pourrait pas déjouer le système de sécurité de Willow Hill. Santiago, avec un sourcil levé, pense qu'ordinaire est la dernière chose que Merlina pourrait être. Judy, astucieuse, prend congé de la shérif en lui faisant croire qu'elle est très occupée, mais en réalité, elle est plus qu'irritée. Ensuite, nous voyons un employé de Judy enterrer un corps comme s'il rangeait des vêtements hors saison. Elle l'appelle, et il lui rappelle sous la pluie que tous les fugitifs ont été capturés, sauf la patiente 1938. Judy lui répète que la shérif ne sait rien de Louis ni de son fonds d'urgence, qui s'est effondré en engageant cet homme, alors elle le force à faire son travail et à retrouver la patiente. En visite à l'hôpital, Judy reçoit une menace typique de Merlina, lui promettant que la shérif Santiago découvrira tout. Cependant, Judy, avec un sourire d'avocate corrompue, répond qu'elle ne trouvera rien. Merlina demande des nouvelles de la patiente 1938, et Judy feint une amnésie sélective. En sortant de la pièce, Merlina reçoit des fleurs fanées. Tyler apparaît sur scène, mais disparaît, laissant entendre qu'il est celui qui a apporté les fleurs, tandis que Merlina le cherche dans les couloirs. Mais rien n'y fait, car Tyler a su se cacher. En parallèle, Bianca cache sa mère à l'école avec l'aide du garçon Méduse, lui assurant qu'elle sera plus en sécurité là-bas face à Gideon et aux autres ennemis qui la poursuivent. Merlina arrive dans sa chambre à l'école, agacée par Larissa, que personne d'autre ne voit, ce qui la fait passer pour folle. Elle confesse à Enid que Tyler vit à Jericho et ordonne qu'elle fasse ses valises et rentre chez elle. Enid, avec courage et zéro patience, répond qu'elle l'a déjà vaincu une fois. Merlina réplique que c'était de la chance. Larissa met son grain de sel et suggère de révéler la vision à Enid, mais Merlina garde l'information. En plein jour des morts, Tyler a déjà déclaré qu'il va éliminer les 2 filles. Pendant ce temps, Larissa continue de parler à Merlina, même sur son plaisir d'être honorée le jour des morts. Merlina continue d'exiger que si elle ne l'aide pas, elle doit pratiquement dégager. Soudain, l'actuel directeur apparaît, mais Larissa le rejette, pensant qu'il est un charlatan et qu'elle n'aurait jamais envisagé de l'avoir comme remplaçant. Merlina demande à Thor d'arrêter les célébrations parce que Tyler est en liberté, mais il refuse avec le calme de quelqu'un qui défend sa fête. De plus, il lui lâche que la professeure Capri sait des choses sur les ides. Merlina en profite pour lui demander comment ils rendront hommage à l'ancienne directrice décédée, et Thor répond en ton méprisant que cela n'arrivera pas,
ce qui indigne la femme, ce qui est assez drôle. D'un autre côté, Pugsley confesse à son père Gomez qu'il est inquiet pour Slorp, le zombie, alors Gomez décide d'aider et de traîner le zombie disparu pour qu'on ne le tue pas à nouveau. La vie s'étant inquiétée pour moi. D'autre part, le sbire de Judy localise Tyler, qui hallucine avec son père. Soudain, le garçon se transforme en Id, et SAS l'élimine avec un enthousiasme peu éducatif. Pendant ce temps, Merlina cherche Capri, qui confirme que son ex était un Id qui a tenté de l'éliminer sur ordre de son amante. Puis Merlina découvre que les Hitman ne survivent pas sans maître et commence sérieusement à envisager d'être le sensei de Tyler, ce à quoi Capri lui dit de ne surtout pas penser à faire ce qu'elle croit que Merlina envisage, tandis qu'elle fouille dans les affaires de Thornhill avec la présence de Larissa, toujours indignée par tout. Ensuite, Merlina est surprise par Morticia, qui la surprend avec des formules chimiques en main et ressent en même temps une présence familière, comme si Larissa lui mettait dans la pièce. Bref, Merlina dit que c'est pour être préparée, mais sa mère soupçonne qu'elle prépare en réalité une vengeance. Enid, inquiète, propose de réunir les Nightshade avec l'aide de Ting pour ne pas laisser Merlina seule. Pugsley et Gomez, de leur côté, cherchent Slorp, mais après des heures sans succès, Gomez suggère qu'il a trouvé de meilleurs pâturages. Il monte quand même en voiture et se dirige vers la fête, où Slorp, de plus en plus remis de son visage grâce à tout ce qu'il a dévoré, observe de loin, reconnaît Pugsley et décide de le suivre comme un animal de compagnie obéissant. Entre-temps, l'officier Santiago et un collègue trouvent le cadavre du sbire de Judy et concluent que Tyler coopère avec le zombie. La shérif Santiago ordonne de renforcer Nevermore comme s'il s'agissait du Vatican pendant la Semaine Sainte. De l'autre côté, la patiente 1938 entend la nouvelle et se met en route vers l'école comme une touriste avec une mauvaise destination. Merlina continue de consulter les notes de Thornhill pour libérer Tyler avant qu'il ne mette sa menace à exécution. Apparaît Agnès, la fan numéro 1, qui confesse qu'elle lui rendait visite à l'hôpital, lui tressait les cheveux et essayait ses vêtements. De plus, elle prévient que les Nightshade préparent quelque chose de grand. Elle réunit les garçons et explique que Tyler veut l'effacer de la carte. Tout le monde devient nerveux. Merlina entre dramatiquement et dit que Tyler attaquera ce soir-là lors de la procession du souvenir, mais qu'elle a déjà un plan B, une infusion mystérieuse de Thornhill. Larissa, avec sarcasme, lui dit que si elle n'a pas pu récupérer son don, elle pourra encore moins contrôler un Id. De plus, elle insinue que ce qu'elle ressent pour Tyler est peut-être de l'amour, car c'est un amour juvénile, un amour jeune, un amour sincère, un amour véritable, pas de la haine. Merlina la foudroie du regard comme avec un rayon laser. Au milieu de la procession, Slorp apparaît et provoque un chaos comme un invité surprise. Mais que se passe-t-il ? La police arrive, Pugsley parvient à l'atteindre et lui dit que grâce à lui, il a eu une seconde chance. Slorp, presque humain, semble hésiter, et Pugsley le libère avec compassion pour que la police ne le trouve pas. Pugsley retourne auprès des officiers et jure qu'il n'a rien vu de suspect. Pendant ce temps, le pauvre Slorp se promène en pleine vue, aperçu par Gomez. Puis, père et fils s'enlacent et décident de feindre la démence. Soudain, devant Morticia, apparaît la patiente 1938, qu'elle reconnaît comme Françoise. Et surprise, ce n'est pas un numéro de laboratoire, c'est la mère de Tyler en personne. Comme dans un retournement de telenovela, il s'avère que Merlina est celle qui l'a libérée de Willow Hill. De plus, elles ont étudié ensemble à Nevermore au milieu du drame lors de la nuit de commémoration des morts. Ting avertit Merlina avec son petit message express que Tyler est là. Le garçon commence à poursuivre Enid. Tout le monde court pour préparer un piège, et Merlina sort une seringue comme si elle était un médecin improvisé. Cependant, elle échoue. Tyler la charge. Viens à moi. Musique et quand les choses empirent, sa mère Id apparaît et l'emporte d'un coup de patte familial. Merlina reste avec une tête d'émoji confus. Morticia lâche la bombe juste à temps pour empêcher qu'on fasse du mal à sa fille. Elle dit qu'elle a passé un pacte avec Françoise, promettant de contrôler Tyler et ensuite de disparaître de Jericho. Merlina, une fois de plus, ne comprend pas que sa mère veut seulement la protéger. Plus tard, Gomez découvre que Slorp est en réalité Isaac, et Morticia ajoute une autre révélation qui laisse le public bouche bée, Françoise est toujours belle et bien vivante. Et comme dans cette histoire, le passé poursuit tout le monde, Judy n'est pas une exception. En arrivant chez elle, Slorp l'attend, lui réservant une grande surprise. Merlina tente de continuer à protéger Enid, qui, d'ailleurs, s'est à nouveau transformée en louve, oups.
Un autre jour arrive, et soudain, Merlina semble heureuse, maquillée, écoutant du K-pop avec des bottes brillantes et une attitude de pop star. Ses camarades la regardent comme si elle avait été enlevée par Disney. Musique, cependant, 16 heures plus tôt, Merlina se trouve réunie avec la shérif, le directeur, Enid, Morticia et Gomez. En vérité, Merlina avait averti le directeur de Nevermore et la police à propos de Tyler, mais un second monstre est apparu et a ruiné les plans. Elle sait immédiatement de qui il s'agit, Françoise, la mère ressuscitée de Tyler. Il s'avère que sa mort était un hommage orchestré par Augustus Stoner, le père de Judy, qui l'utilisait comme cobaye avec d'autres pauvres diables dans les sous-sols de Willow Hill. Et pour couronner le tout, Judy était au courant. Le directeur Thor, qui veut seulement éviter les poursuites, impose un couvre-feu. Puis Larissa apparaît, le guide spirituel qui félicite Merlina pour avoir libéré Deid, comme si elle applaudissait un bon tour de magie. Enid meurt dans une vision, et Larissa lui rappelle que son manque d'empathie fait d'elle le maillon faible. De plus, elle lui suggère d'améliorer sa relation avec sa mère. Le professeur Orloff entre en scène et raconte qu'Isaac, le même zombie, frère de Françoise, était un brillant Da Vinci. Il construisait des machines de survie et a fait exploser son laboratoire, et son corps n'a jamais été retrouvé. La rumeur du jour est qu'il pourrait être encore enterré sous l'arbre des crânes, qui n'est clairement pas une attraction touristique. Merlina soupçonne que le zombie de Puxley est Isaac, mais Puxley, très détendu, dit qu'il l'a déjà relâché. En partant, il laisse croire à une photo de la patiente 1938, confirmant pratiquement que le type est bel et bien vivant et cherche sa sœur. Tyler, de son côté, reçoit une visite maternelle. Françoise lui dit qu'il est en sécurité, mais surprise, il est enchaîné. Comme un hit 100 mètres devient incontrôlable, maman décide d'appliquer une pédagogie extrême et devient son nouveau maître. Dans la chambre des filles, l'amoureux d'Enid arrive, mais la professeure Capri les interrompt. Pendant ce temps, elle analyse Enid et découvre qu'elle se transforme en louve sans lune pleine, ce qui fait d'elle une alpha détectée. Le problème est que les alphas finissent souvent seuls. Enid avale difficilement et entre en anxiété, tandis que la professeure s'en va, car elle a reçu un message du directeur annonçant le couvre-feu. Maintenant, Merlina va avec sa grand-mère pratiquer le tir. Elle lui montre la photo du zombie. La grand-mère répond avec la sagesse d'un ancêtre que Rosaline Rodogood, professeur Corbeau, enterré à Nevermore, pouvait donner une vision temporaire avec un sortilège de feu, car dans cette famille, demander conseil implique toujours des tombes et des rituels. Merlina, qui n'a pas écouté Enid à propos du couvre-feu, finit au cimetière. Pendant ce temps, au cimetière, Merlina récite la phrase de la tombe. Elle entre dans la chambre, et Rosaline, qui est Lady Gaga en personne, lui propose un marché, la main au feu ou la vision annulée. Merlina tient bon, mais Enid, en mode curieuse, interrompt. Le résultat est un échange de corps. Maintenant, Merlina est Enid, et Enid est Merlina, une version gothique de Freaky Friday. Elles se réveillent toutes deux dans le chaos, et Larissa hausse les épaules, leur annonçant qu'elles doivent se débrouiller seules. Merlina, coincée dans un corps de blonde colorée, court au cimetière. Enid, heureuse dans un corps gothique, boit un jus très coloré tout en essayant d'éviter Agnès. Mais devinez quoi? Elle finit intoxiquée. Oh, c'est de la folie. L'allergie aux couleurs était réelle. Et oui, mec. Morticia apparaît avec un antidote, comme si elle transportait toujours des remèdes dans son sac. En passant, elle l'invite à dîner, car elle a remarqué quelque chose d'étrange. Merlina, coincée dans un corps étranger, reçoit une leçon supplémentaire de son guide spirituel, et il ne reste que 24 heures, car 2 cas précédents se sont terminés par des morts. Pendant ce temps, le zombie de Puxley retrouve une forme humaine et se dirige vers une chambre souterraine. Tyler dîne avec sa mère jusqu'à ce que le zombie entre comme un invité surprise, et elle le vise, mais il se réconforte immédiatement. Françoise le présente à Tyler comme son oncle, comme s'il s'agissait d'une famille heureuse, mais pas tant que ça. Françoise, comme un vieux moteur, confesse que Stoner lui a volé des livres et transféré des capacités anormales. Et comme si cela ne suffisait pas, elle admet que sa fille Judy l'a poursuivi jusqu'à ce qu'Isaac s'en occupe. Merlina, dans le corps d'Enid, joue de son instrument préféré pour réfléchir et est interrompue par Capri, qui ne comprend rien à ce qui se passe avec celle qui est censée être Enid. Soudain, Merlina voit en vision le visage de Rosaline et décide de visiter la cabane de Lady Gaga, où elle trouve son squelette. Celle-ci lui donne la mission de mourir dans une peau empruntée avant l'aube.
Morticia l'attrape juste là et la traîne dehors. Enid, dans le corps de Merlina, lit le roman de son ami, car elle a besoin d'informations sur les Addams avant d'aller à ce fichu dîner, et découvre que son personnage est une insulte vivante. Furieuse, au rythme de Blackpink, elle s'habille de couleur et exécute une danse ridicule à travers Nevermore, se réintoxiquant avec les couleurs, sans remarquer que la vraie Merlina la regarde comme si elle voulait la poursuivre pour atteinte à sa réputation. Ne me laissez pas être vue. Quoi? Merlina, toujours dans le corps d'Enid, confronte Bruno. Elle découvre qu'il la trompe et rompt avec lui. Cependant, elle est interrompue par Capri, qui doit l'emmener dans une cage, alors elle le laisse. Mais Agnès entend tout, entre dans la pièce, trouve Enid dans le corps de Merlina et commence à avoir des soupçons. Le téléphone, la danse, l'obsession étrange, le fait que Merlina sache qu'Enid va mourir. Enid explose et lui crie de rester invisible pour toujours. Agnès, offensée, s'en va directement vers son groupe de soutien, dirigé par le professeur Tête d'Aquarium, entouré de pièces de rechange, d'yeux et d'oreilles comme s'il s'agissait de snacks, qui lui offrent du réconfort. Lors du dîner familial, Enid, déguisée en Merlina, ne sait pas si elle doit manger les plats bizarres ou commander une pizza. Tout le monde confesse des mensonges. Huxley admet l'histoire du zombie et reçoit une punition. Il ne reste que les filles. Morticia la questionne, car elle a des soupçons. Soudain, Larissa, le guide spirituel, lâche la vérité absolue. Elle dit que c'est Morticia qui a poussé Merlina à visiter la tombe de Rosaline, et c'est pourquoi l'échange a eu lieu. Elles ont jusqu'à l'aube pour résoudre cela, sans l'aide de personne. Alors, Isaac apparaît de nulle part devant le professeur Orloff et se fait manger par Agnès, bien qu'ironiquement invisible, elle hurle d'effroi face à ce qu'elle vient de voir au milieu du drame. Isaac s'en va et rejoint sa sœur et Tyler dans une voiture, leur remettant la source d'énergie utilisée par le professeur, qui servira désormais de batterie rechargeable pour la machine diabolique de Willow. En parallèle, Enid, toujours coincée dans le corps de Merlina, court vers les cages lupines. À peine liberté elle son amie qu'elle lui lance le reproche du siècle pour ne jamais avoir parlé de la vision. Avant que la télénovela n'explose, le téléphone sonne. C'est toujours dramatique, annonçant qu'elle a localisé Isaac et Françoise avec Tyler, et qu'ils se dirigent tous vers Willow Hill. Maintenant, le plan est clair et de sauver Agnès, de donner une leçon aux Galpins et de récupérer leur corps originaux, comme si c'était si simple. À Willow Hill, Isaac lance l'expérience, et Tyler a un moment de sincérité digne d'une thérapie de groupe. Il admet que la machine ne vole pas seulement des capacités, mais le libérerait d'être un id, bien qu'il le dise juste avant de commencer le processus, ce qui enlève du sérieux. Soudain, Agnès est capturée, comme toujours, car Tyler se rend compte qu'il n'était pas seul. Heureusement, l'équipe arrive, la libère, et Merlina, dans le corps d'Enid, commence à muter en louve. Elle perd le contrôle et menace de transformer la scène en une version sanglante de Twilight. Il faut partir, maintenant. Cela pousse tout le monde à fuir. Avec le désastre encore chaud, Merlina demande à Agnès de retourner à Nevermore pour éviter plus de problèmes, tandis que les filles se dirigent vers la tombe de Rosaline pour s'exprimer au mieux, où, parmi les chauves-souris et les toiles d'araignée, elles dévoilent des secrets cachés et récupèrent enfin leur corps. Elles réalisent toutes deux qu'elles sont vivantes, mais Larissa apparaît pour annoncer que la vision de la mort d'Enid s'est dissipée. Mais un nouveau drame arrive. Maintenant, c'est un membre des Addams qui est en danger. Continuez à regarder. 15 ans plus tôt, nous nous transportons au bar Ticktel, un endroit si tropical qu'il ne va pas avec cette histoire. Là, Barrydor discute avec Arnold Hunt, barman à mi-temps et probablement philosophe des cocktails. Merlina applaudit certains spectacles pour son talent à représenter la sirène Gabrielle. Ensuite, elle lui lance le discours corporatif pour qu'il rejoigne la mélodie diurne. Arnold, avec moins d'instinct de survie, accepte avec une poignée de main. Retour au présent, Thor lit le journal, découvre qu'Arnold est désigné comme chef d'une secte et reste avec une tête de « c'est moi qui l'ai amené à ça ». Comme on pouvait s'y attendre, il trouve Bianca avec sa mère Gabrielle et lui lâche qu'il est lui-même une mélodie diurne. Maintenant, la police étudie la scène de crime concernant le professeur Orloff. Pendant ce temps, Merlina et Enid discutent dans un couloir quand Agnès apparaît avec des phrases passives-agressives, souhaitant qu'Enid reste invisible pour toujours. Enid répond avec dignité et lui rappelle qu'elle devrait lui être reconnaissante de l'avoir sauvée, surtout avec la prédiction de sa mort. Agnès répond avec un humour noir, et Merlina intervient, disant que la vision a changé. Maintenant, un Addams va mourir.
Agnès lâche un dossier avec des informations sur Isaac. Merlina confronte ses parents dans un style de procès familial. Elle leur reproche d'avoir caché la vérité sur Isaac. Gomez, avec des larmes de telenovela mexicaine, admet qu'Isaac était son meilleur ami de chambre. Morticia ajoute que l'homme avait la capacité de faire bouger des cœurs métalliques, ce qui semble poétique et perturbant à la fois. Gomez confesse qu'il voulait le protéger des méchants qui exploitaient son intelligence. Merlina, avec un regard de détective, relie les pièces entre Augustus Stone Store, Jago et le laboratoire secret. Morticia assure qu'Isaac prévoyait d'extraire les capacités de Françoise. En réalité, Isaac s'est régénéré et pique-nique avec sa sœur et son neveu, qui n'a jamais quitté le village malgré sa promesse. Et Merlina lance ce regard mortel à sa mère. Aïe, ça a dû faire mal. Plus tard, dans le jardin botanique, parmi les orchidées et les mauvaises herbes, Morticia écoute la confession de sa fille. Et c'est qu'elle n'est plus Enid qui est destinée à mourir. Maintenant, ce triste privilège revient à un Adams. Merlina lâche un commentaire sur le cycle et dit qu'elle serait prête à sacrifier Pugsley. Dans un autre coin, Bruno s'excuse auprès d'Enid pour ce qui s'est passé avec Sophia, son supposé ex. Elle, le cœur encore rapiécé avec du ruban adhésif, dit qu'elle ne sait pas si elle peut lui refaire confiance. Bruno insiste, confesse qu'il a quitté Sophia pour la récupérer et l'invite même à la gala. Avant de répondre, Capri l'appelle. Dans son bureau, la directrice la réprimande pour s'être échappée des cages Lupin, et Enid tente l'excuse, ce n'était pas moi, mais Capri lui lance un avertissement d'alpha. Si elle joue avec le feu, elle pourrait rester coincée dans cet état pour toujours. Cela fait chuter la tension d'Enid rien qu'en y pensant. Pendant ce temps, l'histoire continue avec Tyler, Isaac et Françoise à la recherche de médicaments. Dans une clinique vétérinaire, Merlina trouve le refuge où se trouvaient les galpins et comprend pourquoi Isaac veut sauver Françoise, car son temps est compté. D'autre part, Merlina enquête et trouve des papillons de la mort, grâce à Eugène, qui semble être un entomologiste amateur. Il lui assure que ces créatures guident vers leur maître comme un GPS macabre. Maintenant, Ajax arrive en courant avec des nouvelles auprès de Bianca, mais le professeur Thor la met de plus en plus sous pression. Dans la chambre des filles, la grand-mère de Merlina fait une visite inattendue, où elle lui confesse qu'elle est là à cause de l'imbécile de directeur qui insiste pour qu'elle collecte des fonds. Dans le bureau, Thor montre une maquette pour impressionner la grand-mère de Merlina, et avec l'aide du pouvoir de Bianca, il la convainc. La nuit de la gala est arrivée. Morticia et Larissa discutent, et cette dernière lui confesse que sa mère, la grand-mère de Merlina, est de plus en plus proche pour les éloigner et la confronte aussi pour ne pas être honnête avec sa fille. D'autre part, Merlina rend visite à Enid, qui se trouve dans la cage Lupin, où elles deviennent un peu sentimentales comme des amies émancipées. Ajax les interrompt avec la nouvelle que Bianca est en difficulté et que sa mère a disparu, sans oublier de mentionner que Thor est impliqué. Maintenant, Thor se vante auprès des Adams des dons de la grand-mère de Merlina. Les Adams, indignés, s'en vont. Alors, Merlina confronte Bianca dans une petite partie d'escrime pour lui tirer les vers du nez, mais la fille utilise son pouvoir pour effacer les souvenirs et s'en va. Agnès apparaît juste à temps, répète les mots et s'engage dans plus de drame. Elle se déguise même en Merlina pour prouver quelque chose. Merlina, offensée, lui tourne le dos et la fait se sentir mal à nouveau. Et à la clinique vétérinaire, Tyler se réveille. Françoise va mieux, et Isaac est de plus en plus rajeuni. Maintenant, dans le bureau de Thor, Bianca se retrouve face à face avec Gideon, tandis que Thor est ravi, sachant qu'en volant à la grand-mère de Merlina, ils pourront facilement s'échapper en avion avec toute sa fortune. Gideon commence à réclamer son argent. Thor, qui s'avère plus idiot que quiconque, décide d'éliminer l'homme en le réduisant en cendres, effrayant encore plus Bianca. Lors de la nuit de la gala des anges, l'ambiance est purement glamour gothique. Tout le monde porte des masques. Thor entre avec la mère de Morticia couronnée reine du bal. Merlina va directement vers Bianca. Elle exige de savoir où est sa mère. Bianca, confuse, car elle pensait avoir effacé ses souvenirs, finit par confesser l'adresse. D'autre part, Enid, dans un moment romantique, retrouve Bruno, mais Sophia apparaît comme un phénix. Tout devient gênant, mais Enid, avec un sourire forcé, admet qu'elle s'accrochait au passé et qu'elle doit maintenant avancer seule. Plus tard, dans une pièce tranquille, Enid entend quelqu'un sangloter sans voir qui c'est. Elle appelle, demandant si c'est Agnès. La fille semble pleurer.
Enid lui demande ce qui s'est passé, et Agnès admet que Merlina l'a attaqué avec une bombe. Adams la félicite pour avoir gagné, disant qu'elle pensait qu'elle avait ce qu'il fallait pour être une meilleure amie. Elle croyait que partager du sarcasme et un style néo-gothique suffisait, mais elle avait tort. Enid la console doucement, lui disant qu'elle n'a pas besoin de se cacher derrière la personnalité de quelqu'un d'autre. Agnès esquisse un petit sourire. La harceleuse demande alors à propos de sa routine de danse. Enid confesse qu'elle a eu des problèmes avec Bruno et ne veut pas être seule. Agnès lui suggère doucement qu'elle pourrait danser avec elle à la place. Ajax sauve Gabriel hors de l'appartement, alors Merlina retrouve Enid pour lui dire que pour vaincre Thor, elles auront besoin de plus d'aide, y compris Agnès. La fille apparaît avec sa nouvelle personnalité, juste à ce moment, demandant quel est le plan. Pendant la chorégraphie de la gala, avec la musique de Lady Gaga, Agnès devient invisible un instant et parvient à retirer à Thor le collier qui le protégeait du chant des sirènes. Applaudissements, musique, elle le remet à Merlina avant de rejoindre Enid pour terminer la danse. À la fin, le public applaudit la performance. Bianca prend le micro, dédie quelques mots en regardant sa mère et Merlina, qui tient le collier avec fierté. Elle appelle le directeur Thor et Morticia Adams sur scène, sans la protection du collier. Bianca ordonne de confesser comment la gala a été réellement organisée, le forçant à révéler tout son plan. Acculé, il prend Bianca en otage et menace de la réduire en cendres si quelqu'un s'approche. Enid se glisse derrière lui, l'appelle par son nom, enlève son chapeau et le transforme en pierre. Le lustre s'effondre et brise le directeur pétrifié en morceaux devant tout le monde. C'est fini. Alors, Bianca remercie Merlina et Ajax pour l'avoir aidé à tout arrêter. Morticia et Gomez s'approchent de leur fille, mais à ce moment, la grand-mère de Merlina arrive, disant qu'elle espère avoir de la compagnie cet été. Merlina répond froidement qu'après les commentaires qu'elle a faits sur son père, elle a changé d'avis. Elle ajoute que si elle veut qu'elle y réfléchisse, elle devra faire un généreux don à Nevermore entre la 9e et la 10e année. La grand-mère accepte fièrement le chantage de sa petite-fille comme s'il s'agissait d'une affaire immobilière. À cet instant, Enid court vers Merlina avec un air d'alarme. Elle révèle qu'Isaac est au cimetière de Nevermore. Morticia remarque l'absence de Puxley et demande où diable il est passé. Juste dans ce cimetière, Puxley se retrouve face à face avec Isaac, qui lui demande d'abord une faveur, puis l'endort comme un bébé insomniaque et l'enlève. Merlina et Eugène parcourent le terrain comme deux Scooby-Doo, mais ils ne trouvent pas Puxley et savent immédiatement que quelque chose s'est produit. La recherche s'étend aux forêts et au cimetière, mais la shérif apporte de mauvaises nouvelles, pas une seule piste. Elle suggère même qu'un ancien ennemi est revenu des ombres, car dans cette famille, même les fantômes ont des rancunes. Le guide spirituel propose une thérapie psychique mère-fille pour réunir leurs pouvoirs et trouver Puxley. Merlina, avec son charme habituel, répond qu'elle ne croit en rien de tout cela. Le plan B consiste à appeler la grand-mère, car il est toujours amusant d'invoquer la parente que personne ne veut aux dîners familiaux. La grand-mère apparaît et demande pourquoi quelqu'un perdrait du temps à enlever quelqu'un d'aussi insignifiant que Puxley. Merlina, avec son radar gothique, détecte que tout est un piège. La séance de spiritisme commence, toutes se tenant la main, et Merlina participe à contre-cœur. Peu après, elle voit une vision de ses propres parents dans le passé, enterrant le crâne d'Isaac. Sans issue, Morticia est forcée de confesser ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Gomez et Françoise s'étaient rendus à la tour Yago, car ils juraient avoir construit une machine capable de guérir Françoise une fois pour toutes, mais pour fonctionner, elle avait besoin d'une source d'énergie pure, et ils ont décidé d'utiliser Gomez. À l'époque, il était aussi électrisant et puissant que l'est maintenant le petit Puxley. La vérité était qu'Isaac les avait trompés. Son véritable plan était de sacrifier la vie de Gomez pour sauver sa sœur. Quand Morticia est arrivée et a réalisé que son mari était à quelques secondes de mourir, elle a décidé de saboter la machine. Cet acte a provoqué une explosion massive de la tour, causant la mort d'Isaac et privant Gomez pour toujours de ses capacités uniques. Menacée par Augustus, le scientifique, la famille a choisi de cacher la vérité dans l'ombre. À ce moment, Merlina assemble les pièces. Isaac est revenu, et son objectif tordu est de répéter l'expérience, mais cette fois en utilisant Puxley comme source d'énergie. Malgré les avertissements de Morticia et de la grand-mère, Merlina se prépare à intervenir. Ajax contacte Enid, lui disant qu'il a mûri et veut rester son ami. Malgré la rupture, elle accepte, et ils renouvellent leur amitié. Peu après,
Agnès arrive avec une liste de prétendants potentiels pour Enid, lui proposant d'espionner pour découvrir leurs secrets les plus sombres. Pendant ce temps, caché dans une cabane isolée, Isaac promet à Françoise que, quoi qu'il arrive, il tiendra sa parole. À cet instant, Tyler arrive et l'informe qu'il a laissé de fausses pistes à des kilomètres pour égarer quiconque le suivrait. À l'école, Agnès dit au revoir quand son père vient la chercher. Enid explique à Merlina qu'elle ne pourra pas aider, car elle sera sous haute surveillance. Merlina, avec sa froideur habituelle, promet de la libérer le lendemain. Plus tard, Eugène s'occupe de ses abeilles dans la remise quand Isaac l'intercepte. Peu après, Merlina avertit la shérif que les traces trouvées ne sont qu'un piège. À cet instant, Eugène arrive avec une boîte envoyée directement par Isaac pour elle. En l'ouvrant, Merlina trouve un message l'invitant à se réunir à minuit sous l'arbre. À l'heure dite, Merlina se prépare avec une arbalète pour attaquer Isaac et le confronte avec Pugsley. Isaac exige que Pugsley répare les erreurs de ses parents, mais Merlina réplique qu'il n'a pas la machine. À ce moment, Ting tire avec l'arbalète, mais Isaac parvient à arrêter la flèche rapidement. Alors, Tyler apparaît et capture Ting, révélant ce que personne n'attendait. Sa main appartenait à un homme. Il explique qu'après la nuit où Morticia a affronté Isaac, cette main était la seule chose restée intacte de lui, coupée lorsqu'ils l'ont vaincu. Comment ? Ting se débat, mais Isaac parvient à rattacher la main, reprenant un contrôle total. Avec son objectif atteint, Isaac ne perd pas de temps et jette Merlina dans un puits, la recouvrant de racines et de terre pour l'enterrer vivante. Cependant, Agnès, cachée à proximité, voit tout et court le dire à Enid. Choquée, Enid se rend sur place et, voyant que le pouls de Merlina faiblit, prend une décision définitive. Elle se sacrifie en embrassant pleinement sa forme de louve, utilisant sa force brute pour la déterrer. Je ne la laisserai pas mourir. Musique, Merlina se réveille et, comprenant que le sacrifice d'Enid est irréversible, est profondément affectée et insiste pour rester avec elle. Peu après, ses parents et la directrice arrivent pour rejoindre la bataille. Entre-temps, dans la tour Yago, Isaac concentre son pouvoir psychique et reconstruit sa machine en quelques secondes. En chemin vers la tour, Merlina reproche à ses parents de ne jamais lui avoir dit la vérité sur ses origines. Il tente de se justifier, disant qu'il ne voulait pas la charger d'une réalité si douloureuse. Finalement, en arrivant, Morticia envoie Gomez chercher la shérif pendant qu'elle et Merlina se préparent pour l'inévitable combat. Le laboratoire s'allume à nouveau, avec Pugsley attaché comme source d'énergie. En raison de la promesse faite à Françoise, Isaac immobilise Tyler, car elle a décidé de se sacrifier avant de permettre que quelque chose arrive à son fils. Tyler refuse de donner sa force vitale, mais Françoise insiste sur le fait qu'elle agit uniquement pour son bien, mue par la profondeur de son amour pour lui. Alors qu'Isaac commence la décharge électrique, il ne remarque pas Merlina s'approchant furtivement de Tyler. Bien que Tyler la supplie de l'achever, elle refuse et décide de le libérer. Juste au moment où Tyler commence à se transformer en monstre, Merlina profite de l'instant pour sauver son frère. Complètement transformé en hydre, Tyler attaque son oncle avec une fureur déchaînée avant de se retourner contre sa mère, l'obligeant à montrer sa véritable forme. Françoise répond à l'appel en se transformant, déclenchant un affrontement titanesque entre les deux monstres. Musique, la bataille s'intensifie jusqu'à détruire complètement le laboratoire. Le combat déborde à l'extérieur tandis que Gomez réunit le reste de la famille. Merlina, ferme et déterminée, choisit de retourner à la tour pour affronter Isaac avec l'intention de lui couper la main et libérer Ting. Mais à cet instant, une explosion dévastatrice secoue le laboratoire, laissant Françoise suspendue au bord du bâtiment. Tyler tente de l'aider, mais elle, résignée, lâche prise et tombe. Son corps est récupéré plus tard par la police, tandis que Tyler, dévasté par la perte, pousse un cri désespéré vers le ciel, sa douleur résonnant dans la nuit au sommet de la tour. Tout le monde reprend conscience, sauf Morticia, coincée sous une des machines. Merlina craint le pire, mais à son immense soulagement, les yeux de sa mère s'ouvrent lentement, et elle sourit, suggérant que sa prémonition ne s'est pas réalisée. Alors, Isaac apparaît, attrape Merlina et commence à l'étrangler en guise de punition. Dans un moment de désespoir, la famille Adams supplie Ting de revenir avec eux. Merlina tente même de couper à nouveau la main, bien qu'elle échoue, l'effort n'est pas vain. Ting se libère finalement complètement et se jette sur Isaac, reprenant sa propre volonté et prenant le combat en main. L'affrontement atteint son apogée lorsque Ting arrache le cœur d'Isaac de sa poitrine, lui ôtant la vie dans un dernier mouvement décisif. Pourtant,
il est clair que Ting n'appartient pas entièrement à ce monde. Dans un ultime effort, il rompt les fils qui le liaient à Isaac et retourne enfin à sa véritable famille. Il a réussi, monsieur. Le lendemain, Merlina lui demande comment il se sent en sachant qu'il est, en essence, une extension d'un ancien génie maléfique quelque peu incertain. Mais Merlina lui rappelle que, bien qu'il ne puisse pas changer son origine ni le passé qu'il a formé, il a le pouvoir de choisir son propre avenir. En le pressant sur le chemin qu'il prendra, Ting jette un anneau comme signe qu'il restera à ses côtés. Quelques instants plus tard, Agnès arrive avec des nouvelles qui changent tout. Elle a trouvé des traces montrant qu'Enid se dirige vers le nord, à seulement 8 km de la frontière canadienne. Pendant ce temps, au cimetière, Tyler reçoit une visite inattendue de Capri. Elle lui dit qu'elle sait qu'il ne survivra pas seul et lui propose une solution, un système de soutien, un groupe secret de Hyde qui fonctionne comme une véritable meute. Cette alternative le libère de la servitude envers un seul maître, lui offrant la chance d'exister parmi ses égaux, et non sous la domination d'un tyran. Tyler reste prudent, conscient que Capri est une femme loup, mais elle s'ouvre et lui révèle un secret personnel, son père était en réalité un Hyde. Ailleurs, Eugène dit au revoir à Puxley en lui offrant une boîte pleine de cafards et en l'invitant à passer chez lui pour les prochaines vacances, dans l'espoir de maintenir leur lien. Pendant ce temps, Morticia décide de donner à sa fille le journal de sa sœur, comprenant enfin que cacher des secrets peut avoir des conséquences douloureuses. Peu après, la directrice arrive et informe Merlina qu'en restaurant ses liens familiaux, elle a également retrouvé ses capacités psychiques. Dans un geste solennel, elle remercie la famille Adams pour avoir gardé son esprit vivant avant de se retirer. Quelques instants plus tard, à la surprise de ses parents, Merlina annonce qu'elle ne rentrera pas encore chez elle. Au lieu de cela, elle rejoint son oncle Lucas pour commencer la mission de sauver Enid. En chemin, elle lit le journal de sa tante et expérimente une nouvelle vision dans laquelle elle voit Enid vivante et en sécurité. Au même moment, la grand-mère descend dans les catacombes, où sa fille Ophélie reste emprisonnée. Là, la jeune femme, dans un état inquiétant, peint sur les murs une supplication sinistre, une exigence effrayante d'éliminer Merlina. Des ombres vacillent autour d'elle, projetant une atmosphère encore plus menaçante dans l'obscurité humide. Et ainsi se termine cette saison. N'oubliez pas de commenter, de liker et d'activer la cloche pour que YouTube vous notifie quand je posterai une nouvelle vidéo. À la prochaine. Bye, je vous aime. Laissez-moi dans les commentaires quel résumé vous aimeriez voir. Je lirai tout le monde. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne.